Bonjour, nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce podcast de rentrée. Je suis Coco la Renarde, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se trouvera en barre d'infos. Et donc, nouveau moment, nouvelle tenue, donc la blouse que je vous ai présentée dans la première partie, que je porte, donc la blouse... est-ce que c'est Mathilde? Peut-être que c'est Mathilde, peut-être que j'ai déjà oublié. Alors, c'est le matin, je suis encore un petit peu dans le coltard. Avec cette petite blouse, je porte mon gilet Raguenesse de Longue avec Anna. Il est parfait là. Donc c'est un gilet dans lequel il y a un petit point ajouré dans le bas. Voilà. Je l'avais tricoté dans des laines dans des laines Onion, c'est crème queue je crois. Et je porte un jean avec ça, un jean du commerce, du coup aucun intérêt de vous le montrer. Voilà, je bois un petit Earl Grey thé vert que j'ai trouvé dans une petite boutique qui est dans le village, enfin dans le village, oui, la petite ville où j'habite. Hein. Je vais essayer de le boire avant qu'il soit définitivement froid. Nous allons enchaîner avec la partie point de croix parce que j'ai plus... Enfin, point de croix broderie d'ailleurs, parce que j'ai pas que du point de croix, mais j'ai de la broderie à vous partager. Je vais commencer par vous parler de mes 12 jours de Noël, hein, les fameux. Alors pour ceux qui nous rejoindraient un peu en cours de route, alors déjà bienvenue. Et puis je vais essayer de vous remontrer un petit peu les les différents modèles. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder les épisodes précédents. En général, à la fin de chaque épisode, ça renvoie vers l'épisode d'avant. Voilà. Alors, donc, les 2 jours de Noël, il s'agit de ce projet de The Stitchery, qui est une marque anglaise. C'est Nikki Franklin qui est derrière. Et donc c'est un kit que j'avais commandé l'année dernière, que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas pris le temps de faire l'année dernière. Et en fait je me suis dit que cette année j'aimerais bien faire une broderie par mois, donc il y en a 12, comme les 12 mois de l'année. Et en fait j'essaye de faire un motif par mois, donc c'est un petit livret dans lequel il y a les explications, le motif, les explications, et puis on a ensuite la possibilité de faire des petites décorations avec ces broderies sous forme de cœur. Ce que je ne vais pas faire, même si j'ai dans le kit, j'ai le lin, enfin la toile, parce que c'est ça doit être du coton plutôt, c'est pas vraiment du lin, c'est de la toile Aïda. Et en fait, la toile est imprimée. Donc, voilà. Oups. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. J'ai déjà découpé les 3 premiers. Voilà, donc en fait, le motif est imprimé sur la toile et puis on passe par-dessus. J'en suis au 4e jour, donc voilà, ce sont les 4 oiseaux. C'est 4 oiseaux chantants. Voilà. Donc c'est 4 merles, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Singing Birds. Attendez. Hop, je vais regarder tout de suite. Comme ça. C'est Calling Birds. Voilà. Calling Birds, je me demande si ce ne sont pas des merles. Faudrait que je vérifie, mais en tout cas, ce sont 4 oiseaux qui chantent. Donc j'ai presque fini. Je vais en profiter pour tirer. Hop. Voilà, j'ai presque fini. Il me reste quelques petites feuilles à faire ici, une petite branche par là, des petites étoiles. Voilà, je l'ai pas trop repris cet été parce qu'en fait, je n'étais pas chez moi pendant les vacances. Et pour broder ce modèle-là, j'ai besoin d'une loupe parce qu'en fait ça se brode avec un seul fil sur certains endroits, et puis en fait comme la toile est claire, que les fils sont clairs, en fait je trouve ça plus confortable. J'ai une lampe, je pense que je vous ferai un petit focus
sur mon matériel de broderie, celui que j'utilise et pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise. Prochainement, parce qu'en fait ça pourrait être une vidéo assez courte, mais je pense que ça peut vous intéresser parce que ça me permettrait de vous faire un petit retour sur un petit retour d'expérience. En tout cas voilà, je n'ai pas beaucoup avancé, j'aimerais vraiment aller beaucoup plus vite sur ça parce qu'il m'en reste encore 8 à faire. Et à chaque fois je me dis que j'ai laissé passer beaucoup de temps finalement alors que ça avance plutôt vite. La seule chose c'est qu'il faut, c'est toujours pareil, il faut que je choisisse un peu sur quoi je vais travailler. Je vais travailler un petit peu pendant le week-end parce que ça, je ne le fais que le week-end. En semaine j'ai pas le temps. Et puis surtout, là, on va rentrer dans la période où la luminosité baisse. Donc vous pouvez voir qu'il y a de la lumière artificielle partout parce qu'il fait un temps très gris ce matin. On est vraiment entré dans l'automne, c'est incroyable. Les couleurs ont changé, voilà, tout se tourne vers l'automne. Ça va être chouette. Après, j'aurais bien aimé que l'été dure un tout petit peu plus longtemps parce que, je sais pas pour vous, mais ici, on a eu l'automne jusqu'au début du mois de juillet, hein, quasiment. Donc, on n'a pas eu vraiment un beau printemps, on n'a pas eu un été très long. Donc, c'est vrai que j'aurais bien apprécié avoir un petit été indien juste pour pouvoir prolonger un peu le temps des robes et des pieds nus. Mais bon, voilà. Il en est autrement et je vais apprécier aussi qu'on arrive dans l'automne. Je commence déjà à réfléchir un petit peu à de la déco. C'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu plus envie de se mettre sous les plaids, tout ça. Bref. Du coup, les 12 jours de Noël, je vais l'avancer. Prochainement. Là, ça va être vraiment mon petit rendez-vous. Je vais en faire des quilt as you go, comme je vous en avais parlé. Donc j'ai déjà choisi un peu les tissus. J'ai pas encore commencé à les monter parce que là j'ai un petit peu d'autres choses que j'ai envie de faire avant. Mais en fait je crois que je vais quand même me faire un petit plateau dans lequel je vais me mettre les pièces découpées. Parce qu'en fait c'est très simple à faire et c'est très plaisant de faire un petit peu de couture à la main. Je vous ferai, je pense que je prendrai quelques images aussi pour vous montrer. Mais je vous mettrai surtout les vidéos qui l'expliquent très très bien, notamment A Vintage Sewing Box, qui est une anglaise qui fait de l'English paper piecing et pas que. Elle fait aussi du quilt as you go et c'est super sympa. Moi j'aime bien regarder ces vidéos. Et puis il y a évidemment Ludivine Rose, hein. À chaque fois que je vois ce que fait Ludivine Rose, j'ai envie de tout faire. Donc bon, c'est terrible, c'est une tentatrice permanente, Ludivine. Bref, hop. Donc voilà, je pense que je vais m'y atteler, j'ai très envie d'avancer là-dessus. Et puis c'est surtout qu'en fait cette année j'ai pas envie de me faire avoir. En fait dès qu'arrive le mois de décembre, je fais des décorations de Noël et tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai rarement le temps de finir vraiment ce que je voulais faire parce qu'il faudrait que je commence au mois de novembre, hein, pour être tout à fait honnête, voire même carrément l'été, mais l'été c'est trop tôt. Donc du coup, voilà. On verra si j'arrive à faire les 12 d'ici Noël, sinon c'est pas grave. Je continuerai après et je ferai mon quilt as you go au fur et à mesure et il sera en l'état et ça sera très sympa aussi. Voilà pour mes 12 jours de Noël. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci d'abord. J'ai commandé plusieurs modèles de Teresa Kogut, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une américaine et j'ai trouvé plusieurs de ces modèles super mignons chez De Mère en Fille. Et en passant ma commande, donc je vous les montrerai pas maintenant, je préfère vous les montrer au moment où je les ferai, hein, parce que si je vous montre tous les modèles avant, vu que quelquefois je mets vraiment du temps à les faire, je préfère pas faire un étalage maintenant pour ne pas vous en reparler avant longtemps. Mais
quand j'ai fait cette commande, en fait, c'était un tout petit peu après le festival de Nashville. Donc, il y a un festival aux États-Unis à Nashville sur les arts du fil et la broderie en particulier, j'ai l'impression. Je suis pas encore très calée sur le, enfin, je suis pas très calée sur le sujet, mais c'est ce que j'en ai compris en tout cas. Et donc, la personne qui est derrière de mes filles, j'ai oublié son prénom, ça n'a pas grande importance, en tout cas vous pouvez aller voir son site, je vous mettrai les références en bas évidemment. Offrait un patron, enfin une grille pour toute commande des produits qu'elle faisait entrer dans sa boutique suite à ce salon à Nashville. Et donc voici le modèle que j'ai reçu. Donc il s'appelle I Stitch That's What I Do. C'est une brodeuse, mais du coup, pour moi, c'est un petit peu aussi, ça résume pas trop mal mon activité globale, hein, parce que j'ai fait aussi de la couture, donc je le trouvais sympa. J'ai envie d'en faire un petit... alors, soit j'en fais un plaid, c'est-à-dire qu'après, je découpe des tissus, etc. Et je fais un assemblage, et du coup, ça fera un plaid pour mon canapé qui est là. Soit je l'encadre. Mais je me dis que le plaid c'est quand même vachement sympa pour le laisser sur mon... Voilà, un peu en déco aussi. Et donc avec la grille, il y avait aussi la liste des fils. Donc c'est une grille de fils DMC. J'ai pas forcément toutes les couleurs exactes, mais j'ai pu trouver les équivalences et ça me fait penser que je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Alors, je n'ai pas tous les fils qui correspondaient. J'ai beaucoup de fils parce que pour mon Noël l'année dernière, ma mère m'a offert une boîte à trésors, hein, que je vous avais présentée, dans laquelle il y avait 12 000 fils, des superbes toiles et quelques petits kits, etc. Et donc ma mère fait du point de croix depuis que je suis toute petite, en tout cas je l'ai toujours vu faire du point de croix. Et en fait elle m'a donné, il y a quelques années, un nuancier. Donc en fait il s'agit des cartes de couleurs, voilà, c'est un petit peu épais comme ça, et voilà comment ça se présente. En fait, à l'intérieur, il y a les couleurs. Hop, voilà, ça fait un accordéon comme ça. Il y a les différentes couleurs, mais surtout, il y a les différents types de fils. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai les moulinets métallisés. J'ai le coton perlé ici. Et en fait, en face, là, on ne voit pas forcément très bien sur le blanc, mais vous voyez, en fait, là, il y a du fil qui est enroulé autour d'une cartonnette et collé. Donc, comment ça marche? Eh bien, en fait, dès qu'on a une référence, par exemple, si j'ai le fil 727 sur ma grille et que je ne sais pas à quoi ça correspond, je peux aller voir à quoi ressemble la couleur. Donc là, je vais regarder le numéro en face et puis je vais regarder un peu dans les mêmes tonalités ce qui pourrait s'en rapprocher et regarder si je l'ai dans mes fils. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Là par exemple, sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 13 références de fils. En fait, là, il y en a 5 pour lesquelles j'ai pris des équivalences. Et du coup, ça m'a évité de commander de nouveaux fils. Après, j'ai quand même été obligée peut-être d'en commander un, mais je suis même pas sûre. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé cette broderie et je l'ai plutôt bien avancée. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pris une toile de chez Svegars. C'est le lin Belfast coloris crème. Voilà. Donc je crois que c'est du 12,6 fils. Je sais plus. Je pense que c'est du 12,6 fils. Voilà, donc c'est une toile assez fine, en lin. Et donc voilà un peu où j'en suis. Alors il y a
les petites fils qui se baladent, c'est pour pas les perdre quand je me suis arrêtée. Voilà. Voilà un peu où j'en suis. Donc, j'ai fait les petites choses sur les jambes, la petite citrouille, le cœur, il manque l'aiguille au milieu et puis une petite croix rouge. Et vous voyez que je suis en train de faire la jupe et en fait c'est super chouette à faire parce que ça fait tout un motif géométrique. Donc là petit à petit je complète. Voilà, et puis je vais remonter petit à petit. Donc là j'ai commencé dans le coin de ma toile parce que ça c'est une chose dont je vous avais parlé, je ne sais pas encore, il faudra que je demande à ma mère comment elle fait, à moins que vous sachiez, et je suis preneuse. Je n'avais pas envie de prendre le milieu de ma toile parce que vous voyez qu'en fait mon coupon de toile est quand même assez grand et que mon motif est assez petit finalement par rapport à toute la quantité de toile que j'ai. Donc si vous avez une façon de faire particulière pour savoir par rapport à une grille ce que vous allez avoir comme ce que ça va représenter en centimètres, je suis preneuse. Donc celui-ci, je vais le continuer doucement. Je vous remontre pas le sale des fraises parce que je n'ai pas continué avec ma copine Elise pour l'instant. Il n'a pas avancé depuis la dernière fois, donc ça sert à rien que je vous le montre maintenant. Par contre, j'ai commencé un autre petit modèle de point de croix. Ça fait partie des petites choses que j'ai commandées encore sur le site de Mère en Fille. Il s'agit d'un petit modèle de Stacy Nash, pardon. C'est Haunted Stitches Needlebook. J'ai craqué pour ce petit modèle. Vous savez que j'aime bien les modèles dits primitifs. Américain, et donc je suis tombée sur ce petit modèle là qui est un range-aiguille, donc avec un petit corbeau. Donc vous voyez qu'en fait il y a le devant et le dos. Donc en fait il y a deux grilles, il y a la grille avec le petit corbeau et puis la grille avec ce petit motif végétal, on dirait un tissu imprimé, mais en fait c'est une grille de point de croix. Les fils recommandés sont des fils de... alors, il me semble que c'est Wix Dye Works. C'est ça. Je pense que c'est ça. Il me semble que c'est Wix Dye Works. J'ai trouvé à peu près des équivalents. Donc ça par contre c'est pas évident en fait. Là je n'ai sur le... Voilà, j'ai un petit document comme ça, j'ai les grilles qui sont sur des feuilles séparées. Et donc en fait là j'ai la liste des fils utilisés. J'ai le numéro et l'intitulé du coloris. C'est toujours sympa de voir un peu comment sont appelés les coloris. Donc là j'ai Kudzu, Carolina Cecil, Dirt Road, etc. Et en fait, il a fallu que je trouve des équivalents dans mes fils. Donc alors j'ai trouvé une liste de fils correspondants, mais je n'avais pas forcément tous les coloris en équivalent DMC. Mais j'ai réussi à trouver plus ou moins des équivalents. Je me suis appuyée sur l'image et puis après j'ai fait aussi un petit peu comme je pouvais. Donc je vais vous montrer les fils que j'utilise pour ce modèle. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vais essayer de vous les mettre un peu les uns à côté des autres pour que vous voyez. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Oups. Voilà. J'espère que vous y verrez quelque chose. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, voilà les couleurs que j'utilise. J'espère que la luminosité n'est pas trop moche. Ça va pas être évident. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les tenir peut-être dans deux mains. Non, voilà. Voilà les couleurs que j'utilise. Donc, on a des... Ça va pas être facile, hein, parce que là, du coup, la lumière est quand même pas terrible. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des couleurs plutôt dans les gris. Donc, gris, noir,
un vert assez foncé. Je sais pas comment... j'ai ensuite des teintes un petit peu plus flashy. Donc on a un vert un peu plus smooth. Ce petit rose pour faire les petites baies. Ce vert un peu jaune pour faire les feuilles de la citrouille. Voilà, des roux. Et voilà. Donc là j'ai trouvé des équivalences. Et je vais vous montrer où j'en suis. J'en suis là. Voilà, donc ça se brode un fil sur deux... Alors, c'est un fil de coton sur deux fils de trame. Donc vous allez voir que ça fait un motif très fin. On voit un petit peu la toile en dessous. Voilà, je l'ai plutôt bien avancé. La toile que j'utilise, c'est un lin que j'ai utilisé pour faire les petites peluches de rose minuscules et qui vient de ma petite mercerie, je crois. Je suis pas sûre de moi, mais je pense que c'est ça. J'ai un très joli porte-aiguille de renard endormi en bois, petite chouette. Voilà, donc là je suis en train de faire le remplissage de la citrouille. Et donc il me restera... je vais vous montrer sur la photo. Donc là globalement j'ai fait tout le bas. Et je suis en train de commencer la citrouille. Donc voilà, après il y aura les petits feuillages que j'ai commencé à faire, mais je les ai pas tous. Il va y avoir les petites baies là sur le côté. Voilà, le fil, l'aiguille et le petit corbeau. Et puis après, donc il me restera cette partie-là à faire, qui sera dans le fil noir, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un petit... donc ça vous donne aussi une petite idée de la taille que va avoir le porte-aiguille. J'ai le gabarit. Alors, il est où? Il est là. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le gabarit du cartonnage que je vais mettre derrière. Hop, normalement... Peut-être qu'il faudra que je l'agrandisse un tout petit peu. Mais en gros, ça donne une idée un peu de la taille. Voilà, donc ça sera à peu près grand comme ça. Il est possible que je l'agrandisse un petit peu parce que je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas fait exactement... J'ai peut-être pas fait exactement ce qu'il fallait faire. Là, qu'est-ce qu'ils disent quand même? Peut-être que j'ai utilisé une toile qui a une trame un petit peu plus large. Mais c'est ça, on utilise un fil de coton pour deux fils de lin. Donc normalement c'est bon, j'avais bien lu, mais il est possible que ce soit un peu plus grand, c'est pas très grave. J'adapterai la taille de mon gabarit. S'il faut que je l'agrandisse un petit peu, je l'agrandirai et ça sera, voilà, ça sera très bien. De toute façon, c'est pour faire un rangé-lui, donc la taille n'a pas beaucoup d'importance, on n'est pas à 5 mm près, parce que c'est à ça que ça va se jouer. Du coup, le modèle, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé. Alors, le modèle de Teresa Kogut que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un modèle gratuit, hein, puisqu'il m'a été offert avec ma commande. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse l'acheter. Et là, ce modèle coûtait 14 € chez Demer en Fille. Voilà. Ce sont des informations que je ne pense pas systématiquement à vous donner, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas toujours les infos sous la main. Voilà, et puis donc cette broderie, je la mets dans ma petite panière que je vous avais présentée et dans laquelle j'ai fait un petit fond. Je me souviens plus si je vous l'avais montré, peut-être que oui quand même la dernière fois. Je me suis fait un petit matelas au fond, enfin un petit fond un peu matelassé. Et j'en suis très contente, hein. Du coup c'est pratique. J'ai donc mes fils au fond.
L'avantage c'est que là il s'accroche sur le tissu, donc lorsque j'ai mes petits fils comme ça sur lesquels je viens prendre un fil au fur et à mesure, je les perds pas. Voilà, donc un petit porte-aiguille à venir. Et donc du coup, vous voyez que là, on se dirige doucement vers l'automne avec cette broderie. Et donc j'ai fini de vous présenter un petit peu tout ce que j'avais en cours. Je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que... alors un petit peu de blabla, je vous avais dit que j'avais envie de vous partager un petit peu des choses qui sera un peu du blabla. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est le Knitich qui revient. Donc, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore l'univers d'Harry Potter et donc je suis très assidue au Knitich que j'ai découvert quand Tricot et Stitch a lancé cette idée complètement farfelue et géniale. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de tricopines. Hein. S'il y a des tricopines du Nord qui passent par ici, voilà. C'est de vous que je parle. Et puis en fait, je trouve que c'est sympa. Alors d'une, parce que ça met un petit peu... moi, chaque rentrée, je pense, je vais faire ma rentrée à Poudlard, hein, clairement. Donc je me suis fait une petite déco Harry Potter dans le salon. Je me suis dit que ça donnerait un petit côté un peu sympa à la rentrée pour les enfants aussi et pour moi. Et puis parce que le Knitich commencera bientôt. Je crois que ça devrait être lancé cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, je ne sais plus. En tout cas, je crois que c'est aux alentours du 16 septembre, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez suivre le compte Instagram, je crois que c'est Team Knitich ou Knitich Team, c'est peut-être Team Knitich, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc depuis 2 ans, je crois que depuis 2 ans, ça se passe plus sur Ravelry, ça se passe sur Discord. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa parce qu'au final, sur Discord, il est possible de créer des salles. Et c'est un peu plus adapté que Ravelry, parce que les forums Ravelry n'étaient pas forcément toujours très simples pour retrouver des choses. C'est assez sympa là de pouvoir aussi retrouver facilement le lien pour remplir son formulaire. Donc là on a un petit formulaire à remplir pour chaque match. Pour se préinscrire et pour valider son métrage. Donc si vous ne connaissez pas le principe du Knitich, voilà un peu les grandes lignes. Vous allez choisir votre maison ou être choisi dans votre maison. Donc vous pouvez faire le test du choix pot sur Pottermore. Vous allez ensuite soit respecter le choix pot, soit choisir la maison qui vous parle le plus. Donc moi je suis Serre d'Aigle. C'est le choix pot qui m'a choisi cette maison et j'adore Serre d'Aigle. Même si on perd tous les ans depuis que j'ai commencé le Knitich, je crois qu'on est la maison dans laquelle on est les plus nombreux à être inscrits. Et en fait, chaque année, on passe pas forcément très loin, mais on se fait toujours dégager. Mais c'est pas grave parce que c'est pas le but du Knitich. Hein, il n'y a pas que ça. Il y a surtout le partage avec tout plein de gens. Il y a le fait que ça met aussi dans une ambiance de préparation. Vous commencez à savoir que j'aime bien préparer justement un peu les tricots, planifier un petit peu tout ça. J'ai autant de plaisir à planifier, à aller chercher quel modèle je vais faire, avec quelle laine, que à tricoter aussi, à tricoter tout ça. Et donc c'est à la fois du tricot, mais ça peut aussi être du crochet pour les fans de crochet. Vous pouvez faire du crochet pour rentrer vos métrages aussi. Il y a tout un ensemble de points bonus quand on fait des accessoires type des chaussettes, on peut libérer des elfes, on gagne des points pour ça en utilisant des coloris qui ont pour nom quelque chose de l'univers d'Harry Potter. Donc là Arcoiriscierne est souvent très présente dans ce genre de choix là parce qu'elle a des superbes coloris. Et donc c'est aussi l'occasion de planifier un peu mes tricots.
je réfléchis aussi un peu stratégie parce que le but c'est de faire aussi un peu du métrage. Alors c'est pas une course, hein. Enfin, en tout cas moi je le prends pas comme ça non plus. Mais en fait c'est l'occasion aussi de se focaliser un peu sur des patrons. Et comme il y a aussi le fait de rajouter du métrage pour faire gagner sa maison, il y a un côté un peu compétition équipe qui est sympa. Mais il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de on n'est pas obligé non plus de tricoter des métrages et des métrages. C'est très motivant si on veut avancer vite sur des projets parce que on a le vif de bronze, le vif d'argent ou le vif d'or en fonction d'un certain métrage atteint. Mais on peut très vite atteindre le vif de bronze, ce qui est plutôt sympa. Et en fait, du coup, c'est motivant parce que ça permet aussi de se dire, bon bah, je me fixe un peu cet objectif, là j'aimerais bien finir telle ou telle pièce pour tel moment. Et donc là, il va y avoir 3 matchs pour pouvoir arriver à la compétition finale, hein, avoir les deux derniers participants. Et c'est sympa, il y a aussi des petites animations qui sont prévues, donc il y a des petits rendez-vous qui sont prévus en dehors aussi de ces moments où on tricote pour apporter des points à sa maison. Ça arrive très régulièrement qu'on ait des quiz, qu'il y ait des petits concours. Entre chaque match, il y a aussi des petites activités. Il y a des discussions dans lesquelles on partage des recettes, on partage des modèles. Il y a toute une bibliothèque de patrons dans la thématique Harry Potter. Voilà, en tout cas c'est très très chouette, moi j'adore ça parce que c'est un moment qui marque, enfin maintenant c'est un moment qui marque mon année et notamment la rentrée. Ça dure jusqu'au mois de novembre à peu près, hein, puisque les matchs durent 2 semaines. Et puis après, il y a au moins une semaine de battement parce qu'il faut que l'équipe d'elfes, de préfets, de professeurs compte les points. Il y a un ratio, donc en fait au tout début il y avait une jauge finalement au-delà d'un certain nombre d'inscrits, on ne pouvait plus participer au Knit-Teach. Maintenant il y a un calcul qui est fait pour que globalement, même si une maison a beaucoup d'élèves et d'autres moins, ça soit pas déséquilibré, les maisons moins nombreuses ne perdent pas systématiquement. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à être dans la maison la plus nombreuse et puis à jamais gagner de match. Mais ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ce que j'avais prévu de faire pendant cette période de Knit-Teach. Et donc si jamais vous y participez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires parce que comme ça me permettrait de pouvoir vous retrouver parce que comme on est très très nombreux, alors les premiers matchs de Knit-Teach j'avais fait des rencontres et tout ça, mais maintenant en fait il y a tellement de monde que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors il y a les copines que je retrouve systématiquement, donc là il va y avoir ma copine Laura, j'espère qu'il y aura ma copine Clem, faut que je lui demande si elle y participe, Fanny peut-être, il y a Elise aussi qui va participer, donc voilà, du coup c'est un peu l'occasion de retrouver les copines. Il y a Charlemagne, donc Anne-Sophie qui est notre préfète je crois encore, la préfète Cerdelle, il faut que je revérifie, mais en tout cas, voilà, il y a plein de copines qui y participent et moi je trouve ça trop chouette parce que c'est l'occasion de relancer aussi des discussions tricot qui quelquefois peuvent retomber un petit peu juste parce que je suis moins présente sur les conversations des réseaux sociaux ou parce que les vacances sont passées par là, la rentrée, la vie de famille, tout ça, hein. J'ai beaucoup... en fait, j'ai du mal à être présente partout, hein, ce qui est normal, mais du coup c'est toujours l'occasion de donner un nouvel élan, donc c'est chouette. Donc je vais vous partager un petit peu les patrons que j'ai prévus pour le Knit-Teach, et puis je vais vous montrer aussi un peu les jolies choses que j'ai. Alors il y en a une, je suis pas sûre de pouvoir encore vous le montrer parce que j'ai commandé une box Harry Potter à Arco Irisia, donc à Ludivine. Mais je ne sais pas si elle a encore publié sur Instagram ce qu'elle avait mis dedans, donc peut-être que je vous ferai, je referai peut-être un truc mais un peu plus tard. Mais en tout cas j'avais commandé un kit à chaussettes, donc il y aura un modèle de chaussettes, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vais vous montrer donc ce que j'ai prévu, alors évidemment je l'ai mis un peu loin, sinon c'est pas drôle. Hop. Alors, la plus grosse pièce que j'ai prévue c'est un pull.
C'est un pull dans des coloris d'Arco-Iris et un coloris dont je vous ai probablement déjà parlé, mais que je n'ai pas encore tricoté. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai ma petite fiche. Je prépare mes projets comme ça. Hein. Là, j'ai déjà sélectionné les laines pour quasiment toute l'année. J'ai mis les éléments dont j'ai besoin pour commencer le patron, notamment l'échantillon, la taille que je compte faire, etc. Voilà ce que je vais utiliser. Alors, c'est pas tout à fait dans ma colorimétrie, mais je m'en fiche parce que j'adore ce coloris. C'est le coloris Hagrid. Donc, a priori, il est un tout petit peu trop chaud pour moi, mais c'est pas grave. Et donc, j'avais acheté ces écheveaux de fingering à Ludivine au Ch'ti Bazar d'il y a 2 ans. Et l'année dernière, je lui ai pris le mohair pour aller avec. Donc, j'ai hâte de voir l'échantillon. Je ne les ai pas encore bobinés. Il va falloir que je m'en occupe. Par contre, les écheveaux de fingering sont déjà bobinés. Qu'est-ce que je vais faire avec ces petites merveilles? Eh bien, je vais faire un livre. Je vais faire un livre, bien sûr. Je vais tricoter un pull qui se trouve dans Douceur d'hiver de Loli Fée, Lolita. Et donc, dans Douceur d'hiver, il y a le pull Physalis que vous avez probablement déjà rencontré ou que vous avez peut-être vu passer ou que vous avez déjà tricoté. Il s'agit de ce pull qui est tout simple. Alors, je vais vous montrer le dessin technique qui est, voilà, là. Donc, c'est un pull avec des raglans. On a un col double, on a la possibilité aussi de le broder. Donc là, Lolita a proposé de broder des petits flocons. Moi, je vais en faire plutôt un pull d'automne. Donc ça va être un pull bien chaud. Je pense que je serais bien contente de l'avoir pour l'automne-hiver. Parce que du coup, il y a un petit... le col est doux, donc on a bien chaud ici. Donc c'est un pull qui se tricote avec une base fingering et mohair. Je vérifie, mais c'est ça. Voilà, fingering et mohair. Donc vous pouvez aussi le tricoter en déca si vous voulez. Après, ça perdra un peu le côté fluffy si vous le tricotez en déca, mais... c'est très joli. Et Elise Stitches l'a tricoté, je crois, aussi en coloris. Je me demande si elle n'a pas utilisé le coloris érable. Il me semble que oui, parce que du coup, elle fait partie des mannequins de cette version, enfin de ce livre-là. Oui, voilà, elle l'a tricoté en érable, il me semble. Elle le porte ici. Un coloris vraiment automnal aussi. Voilà. Donc, je vais faire ce modèle-là. A priori, donc, pour les informations, un peu de taille. Donc, il y a de l'aisance positive sur ce modèle. Je crois qu'il faut compter 10-15 cm d'aisance. Et donc, moi, je vais faire la taille 3. Ça me laisse 10 cm d'aisance. Je veux pas qu'il soit trop large non plus parce que j'ai tendance à le porter avec éventuellement des bas un peu amples, genre des jupes, et donc j'ai pas envie que ça soit trop large partout, sinon ça sera pas joli. Je le porterai aussi probablement avec un pantalon plus ajusté. Voilà, donc le coloris, c'est le coloris Hagrid de Arco-Iris. Voilà, donc ça c'est la grosse pièce que je vais faire. Donc là, avant le knittage, il faut que je bobine mes écheveaux de fingering et que je tricote l'échantillon. Il y a un autre projet que je souhaite faire, et là je vous avais peut-être déjà montré la laine, peut-être que je radote, et du coup, pardonnez-moi. Alors, c'est un modèle que je vais tricoter avec ma copine Elise. C'est un modèle de slip-over qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. J'ai eu un gros coup de cœur et donc j'en ai parlé à Elise et on s'est dit qu'on allait le tricoter ensemble. Il s'agit du Solstice Spencer. Donc je vous mettrai
une petite photo ici. C'est un petit pull sans manches qui a un joli motif de dentelle et il se tricote en fingering ou en sport, mais l'échantillon est en... Alors ça fait 30 mailles pour 39 francs en utilisant le motif de dentelle. Donc a priori avec de la fingering ça devrait bien se passer. Ça se tricote en 3,5. Et donc je voudrais utiliser ces magnifiques écheveaux que je vous avais montrés lorsque je vous ai fait mon déballage du Ch'ti Bazar de l'année dernière. Donc il s'agit du coloris Morpho de teinture à laine. Donc là je peux pas vous montrer les étiquettes parce que je les ai mises à l'intérieur de mes cakes. Mais du coup c'est teinture à laine qui fait ça. C'est un bleu super lumineux que je trouve vraiment magnifique. J'en avais pris 2 écheveaux. Je pensais faire un châle, mais en fait ça serait super en slip-over que je pourrais porter avec du noir. Alors c'est une couleur que j'ai pas beaucoup dans ma garde-robe, mais c'est une couleur qui fait partie de ma palette colorimétrique et du coup je voulais tenter justement de faire rentrer dans ma garde-robe ces couleurs qui sont davantage dans ma colorimétrie que mes coloris automnaux d'amour mais qui me vont un peu moins bien. Et donc je vais essayer justement de faire en sorte là dans les projets couture, les projets tricot qui vont venir au fur et à mesure de rajouter justement un petit peu plus de couleurs froides et lumineuses et sombres puisque c'est ma palette qui est comme ça. Donc voilà ce que je voudrais faire aussi. Voilà pour les projets que j'aimerais faire dans le cadre du Knit-Teach. Je voulais aussi vous parler de un petit peu de ce que je voudrais faire dans le courant de l'automne. Donc là, je suis en train de continuer la vidéo sur la préparation des projets. Faut que je fasse un petit peu le tri dans les vidéos, que j'organise un petit peu tout ça. Mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment je construis une capsule. Et là, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le principe de ma capsule de rentrée automne. Je ne fais pas forcément des tonnes de vidéos, je filme pas longtemps en fait quand je fais des vidéos, mais du coup ça m'en fait un sacré paquet finalement à trier. Parce qu'en fait je sais pas forcément ce que je vais utiliser ensuite, peut-être qu'il faudra que je réfléchisse un petit peu à ça, notamment essayer de me faire un genre de storyboard ou au moins me noter un peu les grandes lignes pour savoir un petit peu de quoi j'ai besoin quand je prépare des petites vidéos comme ça, parce qu'en fait ça se fait un peu sur du temps long et une fois que c'est un petit peu une fois que j'ai commencé, que le temps a un petit peu passé, c'est compliqué. Donc je vais voilà, j'avance dessus. Je vais peut-être essayer de vous préparer des petits visuels. Alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que je j'ai pas un temps infini devant moi pour faire ce genre de choses là. Et c'est vrai que malgré le fait que j'ai très envie de faire plein de choses, en fait à un moment mes journées ne font que 24 heures malgré le fait que j'ai toujours l'impression que je peux mettre 48 heures ou 72 heures dans 24 heures. Et du coup, non, en fait ça ne marche pas. Je voulais aussi vous montrer des patrons de couture que je compte faire. Et je crois que cette blouse, je vous l'ai déjà montrée. C'est la blouse rêverie donc de Liz Taylor. Ça, j'ai un tissu qui était sorti en même temps que le patron. Donc je vous montrerai ça probablement dans les prochaines cousettes. Et puis il y a un autre patron que j'aimerais bien faire. Alors vous savez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, que le jersey c'est un petit peu ma némésis. À part pour les pièces enfants qui sont très très rapides et faciles à faire, je retourne toujours au jersey, mais j'ai toujours un peu des questions sur les finitions. Donc voilà le patron que j'aimerais faire. J'ai
j'ai du tissu jersey gris à pois noir que je vais vous montrer juste après, que j'ai depuis longtemps et que j'avais acheté pour faire ce patron. Donc pour vous le présenter un petit peu, cette robe givre, c'est une robe en jersey qui a des variantes. Je vais vous montrer le dessin technique derrière. On peut soit faire un débardeur, un t-shirt, ou alors on peut faire une robe. Il y a des petites découpes au niveau du haut des manches et de la poitrine. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ce corps-là. J'ai pas du tout envie de faire les coutures avec les manches longues, sans les coutures pareilles. Donc voilà, je vais modifier un petit peu le patron, je pense, je vais être obligée. Et donc, c'est un patron qui va de la taille 34 jusqu'à la taille 46. Pour le niveau en couture, donc sur 5, il est noté 2. A priori, de toute façon, un patron comme ça demande pas beaucoup de pièces. Je vais regarder un petit peu le livret, mais je pense qu'il doit y avoir une pièce devant, une pièce dos. Et ensuite, il doit y avoir une bande pour faire l'encolure et les manches. Voilà, donc en fait c'est typiquement le genre de vêtement qui va assez vite. Donc là, il faudra que je fasse un petit montage pour peut-être pour pouvoir... Non, a priori, j'ai pas trop de montage à faire. Je sais pas exactement comment sont les pièces sur la planche, mais voilà, en gros, je vais utiliser donc le corps sans manches. Je vais vérifier que les emmanchures soient bien les mêmes. Et si c'est le cas, après je vais modifier la pièce un petit peu la pièce de la manche pour avoir une seule pièce. Voilà, pour pas avoir la petite découpe. Donc je vais vous montrer les tissus que je souhaite coudre prochainement. Alors, ce tissu jersey pour la robe givre, le voilà. Donc il s'agit d'un jersey à petits pois noirs. Alors c'est un jersey qui est assez fin. Donc je vais faire un essai. A priori j'ai un métrage assez important. Je vais faire un essai et il y a des chances pour que ce soit un tout petit poil trop fin. Donc je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Parce que là pour le tissu conseillé, j'ai jersey de poids léger à moyen, coton viscose laine, contenant de l'élastane avec au moins 50% d'élasticité. Donc je vais voir un petit peu comment celui-ci vit, on va dire au porté. La question c'est est-ce que ça va pocher au niveau des fesses ou pas au bout d'un certain temps porté. C'est toujours un petit peu, c'est toujours un peu la question quand on fait un vêtement en jersey. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai ce tissu là dans mon stock. Je l'ai acheté exprès pour faire cette robe là. Peut-être que ce que je vais faire c'est commencer par un t-shirt, je vais voir, pour vous vérifier un petit peu le tombé, savoir s'il n'est pas trop fluide. On va voir, hein, parce que là vraiment, comme j'ai déjà pu vous le dire dans d'autres vidéos, le jersey c'est un petit peu compliqué pour moi. Ensuite, donc pour la blouse rêverie, je crois que c'est ça. Donc pour la blouse rêverie que je vous ai présentée juste avant, voilà, je vais utiliser ce tissu. Je l'avais pris exprès, j'ai le bon métrage, j'ai des petits boutons puisqu'il y a une petite patte de boutonnage en haut sur l'épaule. J'ai des boutons de cette couleur là, un petit peu, je sais pas quel est le nom de la couleur exactement, mais un peu jaune d'or. Donc ça je vais le faire, et en fait je vous ai parlé tout à l'heure du petit slip-over dans le coloris Morpho. L'idée c'est de les mettre ensemble, voilà, si possible. C'est pas tout à fait la même nuance, mais ça pourrait bien aller avec. Et le dernier tissu que je vais coudre, c'est un Liberty. C'est le Liberty Tanalone Mamie Coquelicot. Donc il a des teintes assez froides, avec le vert, le bleu, le violet, sur un fond un peu crème.
pareil, j'ai essayé en fait, alors les deux ensemble, et ça irait pas trop mal aussi. Donc ce que je vais faire avec ce tissu Liberty, je n'ai pas encore complètement arrêté mon choix, mais il est possible que j'utilise un patron de Stitch Maiden. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette marque de patron. Je crois que c'est une marque américaine. Je vais vous mettre un petit visuel par là ou par là pour vous montrer un petit peu la blouse que j'imagine. Donc on retrouve dans cette marque un style de patron plutôt orienté cottagecore, très inspiré des formes de vêtements, on va dire plutôt début 20e, donc l'époque un peu géorgienne en Angleterre. Donc il s'agit d'une petite blouse avec un col un petit peu haut. C'est pas un col Mao, c'est un col droit en fait, avec une découpe au niveau du plastron, des fronces et un petit lien qui vient resserrer. Donc ça fait très... c'est une blouse, voilà, très... je sais pas comment dire... ouais, c'est vraiment cette époque un peu belle époque pour nous en France. Et qui blouse. Donc en hiver, je porte pas mal de jupes longues. J'aime beaucoup le style victorien, le style aussi Dark Academy. Je ne sais pas si ce sont des choses qui vous parlent. À l'occasion, je vous ferai probablement une petite... un petit focus en fait sur ça parce que ça fait un petit moment que j'y pense. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. Alors je vous garantis pas de le faire rapidement, hein. Ça c'est toujours mon problème et je pense que vous voyez que ça met du temps à arriver. Le focus colorimétrie m'a fallu plusieurs mois pour le faire pour de bon. Alors c'est pas tant que je m'y mette, en fait c'est surtout faire le montage, aller chercher des visuels et essayer de réfléchir un peu à la structure. C'est très sympa à faire, j'aime beaucoup parce que c'est un peu c'est un peu moins brouillon que quand je fais un podcast, mais voilà, ça demande un petit peu plus de temps, de travail et de travail un petit peu en amont. Mm. Donc voilà, du coup, je vous parlerai un petit peu de ça parce que c'est un style qui me plaît beaucoup. Vous avez pu constater que j'aime bien quand même les vêtements assez structurés, plutôt rétro, parce que j'ai un petit peu du... Alors ça m'empêche pas de mettre des choses très... comment dire, très actuelles, mais j'aime bien leur donner un petit tour rétro. Et sinon j'allais dire, ce que je mets le plus, c'est un jean slim et un pull et un t-shirt, hein. Globalement, voilà, je vais pas à la complexité. Donc voilà un petit peu pour les projets en couture. Donc ça pareil, la couture c'est un peu par phase, ça dépend du temps que j'ai devant moi, mais dès que j'ai l'occasion, je le fais. Le dernier tissu que je vais vous montrer, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai commandé exprès, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc en fait, c'est une gabardine. Voilà, pareil. Donc c'est une gabardine. Le nom c'est vert sapin. Vous voyez que c'est un vert assez froid. On voit bien la nuance bleutée là à la caméra. Je vais faire dans cette gabardine une robe, une jupe cercle de Gertie Gershwin, c'est Charms Pattern. Donc ça c'est une créatrice de patron que je suis depuis très longtemps, qui a fait plusieurs livres, que j'ai pas acheté, mais qui a un style très rockabilly vintage. Et du coup, là j'ai acheté un patron individuel parce que en fait j'avais cette idée en tête depuis longtemps et j'allais le patronner moi-même, sauf que j'ai vu cette version là et il y a beaucoup de variantes possibles.
Et en fait, j'ai pas besoin de le patronner toute seule. Comme j'ai pas non plus pour l'instant suffisamment de temps à consacrer à la couture par rapport à ce que je souhaiterais, j'ai tendance à prendre les patrons et l'idée c'est de pas avoir à trop les modifier si possible. Et si je dois les modifier, que ce soit voilà, des modifications qui soient pas trop longues à faire. Donc je vais vous mettre un petit visuel. Il s'agit d'une jupe cercle avec un plastron, euh, un plastron qu'on peut mettre ou pas. C'est une jupe cercle qu'on peut aussi... il y a eu aussi une variante jupe crayon. Il y a différentes tailles, différentes formes de ceinture, je crois qu'il y en a deux. On peut faire donc un plastron amovible avec des bretelles, avec ou sans froufrou. Il y a 3 types de poches. Voilà, enfin, en gros, c'est un patron qui est vraiment pas mal. Je n'ai plus le prix en tête, mais je vous mettrai ça dans les informations en dessous. Et donc, je voudrais me faire donc une jupe qui ira avec cette blouse et qui irait très bien avec le tissu Liberty que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça sera dans mes prochains, vraiment dans mes prochains projets, probablement bien avant de faire de nouvelles blouses, puisque là j'ai cette blouse là que je porte avec un jean, mais j'aime pas trop le rendu. Je préfère le porter avec une jupe. Je l'ai essayé avec ma jupe chardon bleu marine et c'était très joli. Et donc là en fait ce que j'aimerais c'est vraiment faire un faire entrer de nouveau une nouvelle couleur dans ma garde-robe. Et donc finalement ma tenue capsule, je vous montrerai en gros comment elle se construit, mais l'idée c'est ça, c'est que j'ai déjà une idée des associations que je souhaiterais faire. La plupart du temps, j'ai déjà le patron, soit je l'ai déjà acheté, soit voilà, je l'ai déjà identifié. Le tissu c'est pareil, j'essaye de faire en sorte d'utiliser le tissu de mon stock, sauf quand quand j'ai pas ces teintes là. En l'occurrence, j'ai pas un stock de gabardine ou ce genre de tissu là, en fait j'en ai pas un stock d'avance. Ce que j'ai le plus ce sont plutôt des cotons et des jerseys. Donc les jerseys de toute façon à un moment dès que je vais trouver la bonne forme de t-shirt, je vais me faire des t-shirts parce que j'ai acheté des petits coupons juste pour ça. Et voilà, après sinon ce sont plutôt des tissus souples. Euh, vous, vous allez voir aussi que cette gabardine, donc évidemment je vous avais montré dans la première partie ce vert qui va aller très bien aussi avec la blouse, qui ira aussi avec ce tissu là, même si les teintes sont un petit peu différentes, ça ira pas mal avec. Et donc l'idée c'est de pouvoir aussi les assortir. Donc vous voyez que ce sont des nuances un petit peu différentes, mais ça va très bien ensemble. Voilà un petit peu pour ce que je projette de faire en couture. Donc, ça prendra certainement un petit peu de temps, mais on n'est pas pressé hein, après tout. Et puis bon, bah, je continue, voilà, je continue à fonctionner avec ces capsules et ça marche plutôt bien. Je pense que je vais refaire un petit tri aussi dans mon dressing pour voir ce que je porte et ce que je porte plus. Pour voir aussi ce que j'ai on va dire entre les hauts, les bas, tout ce qui pue les gilets, essayer de voir justement un petit peu ce qui va ensemble, ce qui manque pour pouvoir faire des tenues variées. Et du coup ça m'aidera à choisir mes prochains projets. J'ai des lectures aussi à vous partager. J'ai pas mal lu depuis le mois d'avril dernier. Alors j'ai lu principalement des Patricia Wentworth, je vous en avais déjà parlé, c'est une autrice que j'aime bien. Pour moi c'est un petit peu l'équivalent d'un Agatha Christie. Mm. En fait j'avais très envie de lire des choses qui me transportent un peu
dans les années 20-40. Donc j'avais commencé à lire justement des Patricia Wentworth parce que c'est une autrice qui a pas mal écrit dans ces années-là. Donc on a vraiment l'ambiance de ces années-là. Il y en a quelques-uns, ou la plupart étaient des enquêtes de Miss Silver, qui est la détective de Patricia Wentworth. En gros, c'est une ancienne institutrice, préceptrice, qui mène des enquêtes. Elle a un style euh, très justement, alors je sais pas si c'est vraiment le style victorien, mais en tout cas le style géorgien, ça c'est sûr. Et donc elle a un petit côté suranné, très correct, elle a à la fois de l'autorité et beaucoup de douceur. Enfin bref, c'est un personnage que j'aime bien retrouver. Ce sont des romans qui se lisent très très vite, donc je vous en parlerai pas en détail. Mais tout ça me permettait de pouvoir un peu me couper, on va dire me couper du quotidien. En général, je les lis assez rapidement, ça dure une journée, allez, deux maximum, donc un petit week-end. Et je crois que je vous avais partagé plusieurs couvertures sur Instagram en story, parce que justement, je l'ai dévoré un peu, j'en ai trouvé pas mal d'occasions, donc ça m'a permis de me faire une petite réserve dans laquelle je vais piocher de temps en temps le nouveau. Et donc en fait ça m'amène à vous parler de ce roman qui est le deuxième tome de la saga des Casalets, dont je vous avais déjà parlé l'année dernière je pense, puisque j'ai lu le premier volume l'été dernier. Et j'avais laissé passer du temps exprès parce que j'avais aimé cette lecture pour l'été. En général, c'est le moment où je passe plus de temps à lire parce que j'ai plus de temps aussi pour faire d'autres choses. Hein. J'ai pas le travail qui vient prendre le reste de la journée. Donc voilà. Alors, voici le deuxième volume, donc qui s'appelle À rude épreuve. Il y a 4 volumes en tout qui m'ont été offerts par mes super collègues de mon précédent poste. Et notamment, je sais que c'est ma copine Natacha qui est derrière ce choix-là. On en avait parlé. Elle et une autre de mes copines, collègues m'en avaient dit beaucoup beaucoup de bien et vraiment je suis très contente qu'elle me l'ait recommandé. Donc on retrouve les petits enfants Casalet, hein, je vous remets rapidement l'arbre généalogique. On a l'Aduche et le Bric qui sont les grands-parents, ensuite on a 3 frères, une sœur qui ont... alors les 3 frères ont des enfants, la sœur n'en a pas, et en fait on va suivre les aventures des petits-enfants du Bric et de la Duche. Donc en fait, le découpage temporel se fait globalement en saison. Donc en haut de chaque chapitre, on va avoir justement la période. Donc là, ça commence en septembre 1939. Donc c'est le moment où le conflit de la Seconde Guerre mondiale éclate. Et on va commencer à suivre justement les évolutions. Donc ça commence en septembre 39, on va passer janvier 40, mai, juin. On va suivre vraiment l'évolution en fait du conflit et l'impact que ça a finalement sur les familles qui continuent à vivre finalement un peu leur vie avec la guerre qui commence petit à petit à s'immiscer, le rationnement, le manque d'essence, voilà. Et donc on va aller jusqu'en... Alors attendez que je vois ça. On va aller jusqu'en automne-hiver 1941. Et donc, c'est une saga familiale. Je ne suis pas forcément une grande fan des sagas familiales de base, mais je trouve ça très très plaisant de suivre, en fait la vie de ces gens, de voir l'évolution des personnages, ces enfants qui grandissent en fait, et de voir un peu on va dire le monde d'avant qui commence à se craqueler doucement et à changer. Et c'est assez chouette. On s'attache plutôt bien aux personnages qui vivent plus ou moins des épreuves.
des personnages qui sont très attachants, d'autres qu'on a envie de détester, mais auxquels on s'attache quand même un petit peu parce qu'on suit finalement leur vie. C'est pas en détail, et le fait qu'il y ait des périodes dans le chapitrage, c'est pas mal parce que c'est pas non plus au jour le jour, c'est pas une évolution constante en fait, il y a des ruptures et puis quand on reprend il s'est passé des choses, donc c'est assez chouette. J'étais un peu justement dans cette période où j'avais envie de lire des choses un petit peu euh, dans cette ambiance Seconde Guerre mondiale. Et bah, là, j'y ai trouvé mon bonheur, je l'ai dévoré cet été vraiment. Et je suis bien contente de l'avoir fait. J'ai pas pris le livre avec moi aussi, mais je suis en train de lire les contes de Canterbury de Chaucer. Donc ça, c'est un livre qui est plutôt un classique. En gros, c'est un ouvrage dans lequel on va retrouver des contes ou en tout cas des, des petites histoires qui sont racontées par les différents personnages. Donc ça fait assez penser à l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est de la littérature Renaissance, donc c'est pas un roman qu'on lit comme ça. Enfin, rien à voir avec ça. Mais en gros, j'aime bien de temps en temps lire des classiques. Je pense que je vous en avais parlé un petit peu dans les tout premiers épisodes de podcast. Les Ptamérons de Marguerite de Navarre, le principe c'est qu'on a toute une compagnie qui part en pèlerinage et tout au long de leur voyage ils vont se raconter des anecdotes. Et ben, le roman de Chaucer est un peu construit sur le même mode. A priori, on va dire le texte d'inspiration de départ, c'est le Décaméron de Boccace. Et donc l'idée, alors celui-ci je ne l'ai pas lu, donc c'est pour ça que je ne le compare pas à celui-ci en particulier, mais l'Heptaméron a été inspiré par le Décaméron, donc c'est pour ça que je fais ce lien-là. Et donc les contes de Canterbury, c'est un peu sur le même mode, et on va avoir une galerie de personnages qui se retrouvent pour aller faire un pèlerinage à Canterbury, et chacun de ces personnages va raconter une histoire, un petit peu aussi en fonction de sa classe sociale. Donc on va avoir un chevalier, une noble dame très pieuse, un bourgeois, un journalier. Voilà, on a des personnages qui ont des vies extrêmement différentes, ce qui va donner aussi des contes très différents, puisqu'on va avoir d'un côté... alors là, je suis en train de le lire et le premier personnage est un chevalier qui raconte une histoire qui se passe finalement au temps du roi Thésée, donc dans l'Antiquité. Hein, les gens de la Renaissance aiment bien parler de l'Antiquité, tout ça teinté évidemment de christianisme, hein, enfin de christianisme, ou en tout cas là en Angleterre, peut-être que c'est plus de l'anglicanisme ou du protestantisme. Je ne sais pas si la religion a déjà basculé à ce moment-là, je ne suis pas allée vérifier. Mais en fait c'est assez drôle. Et puis alors on passe de ce récit un peu précieux finalement à un récit complètement grivois avec un mari qui est très jaloux de sa jeune femme, qui supporte pas qu'on la regarde, et sa jeune femme qui a la cuisse un peu légère et qui réussit à se trouver un amant malgré tout, et qui le tourne en ridicule. Bref. Du coup, je vais continuer ça, je trouve ça assez drôle. C'est une langue qui change un petit peu aussi, donc c'est une lecture qui est moins rapide que les autres, mais si d'aventure vous souhaitez vous frotter un peu à la littérature classique, ça fait partie un peu des romans qui peuvent être sympas à lire, à découvrir. On n'est pas obligé de le lire du début à la fin, hein. Là, l'avantage des contes, c'est qu'on peut s'arrêter si vraiment on s'en lasse. Et voilà, je vous mettrai une petite photo par là. Et là, je suis en train de lire un livre qui m'a été offert par une de mes amies aussi. Ça c'est Cécile Coulon, Seule en sa demeure. Alors, je connaissais pas du tout cette autrice. Je vais vous lire le petit résumé derrière.
Donc c'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. Désormais loin de sa famille, Aimée apprend la solitude des longues journées de silence. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre le secret que cache Candre, son mari, à propos de la mort de sa première épouse. Aimée se retrouve seule en sa demeure, perdue dans la forêt. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Horia, la servante. Jusqu'au jour où apparaît Emmeline, le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. Voilà, alors j'en suis à un petit peu moins de la moitié. Les premières pages mettent une ambiance assez mystérieuse en fait à ce roman. Et puis là j'en suis au moment où Aimée vient de prendre sa place de maîtresse de maison dans le domaine de Candre, donc son nouveau mari. Enfin son mari, parce qu'elle est plus jeune que lui. Euh, et, euh, et en fait, on voit justement l'arrivée d'Emeline, qui est une professeure de musique et particulièrement de flûte traversière. Et j'aime beaucoup le style, c'est assez précis, c'est en même temps délicat, on sent qu'il y a une tension qui s'installe vraiment au fur et à mesure, on ne sait pas trop à quoi ça tient, et le personnage d'Aimée finalement se retrouve un peu au début coupé de son univers, celui qu'elle a toujours connu. Elle arrive dans l'univers de Candre finalement, cette maison entourée par la forêt. Ça se passe donc au 19e siècle, ce qui donne une petite teinture. Alors c'est assez léger, ça donne plus une ambiance, un cadre et une temporalité aussi un petit peu plus, un petit peu moins rapide qu'aujourd'hui. Ça donne en fait, on se plonge petit à petit dans le roman, on se laisse un peu glisser dedans. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. L'ami qui me l'a offert m'a dit tu vas aimer. Et je lui fais confiance parce qu'en général, on a des goûts assez similaires sur les romans. Donc voilà, je voulais parler de ce livre-là. Et après, je vais vous parler aussi d'un livre que j'ai commandé. Alors, c'est un ouvrage très très différent, mais c'est parce que je me penche de plus en plus sur la question. Alors, ça s'appelle l'encyclopédie des ouvrages de dames. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent de ce que je vous ai montré avant. Mais je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et ça, en fait, c'est ma collègue de travail qui m'en a parlé. Elle fait de la couture, elle fait du tricot. Et ça nous arrive très régulièrement d'échanger sur sur les choses qu'on a faites, qu'on voit passer, etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Donc cet été, j'ai trouvé dans une brocante un costume de Lorient. Donc en fait c'est un costume breton du coin de Lorient, donc ça comprend à peu près la mode du pays de Quimperlé aussi. Et donc je me suis un petit peu penchée sur la façon dont est fait ce costume. Je pense que je vous ferai un petit focus pareil, parce qu'en fait là je l'ai récupéré, il a passé beaucoup de temps enfermé dans un carton, il sent pas très bon, ça sent un peu la poussière, le renfermé. Je vais essayer de le faire nettoyer avant de faire quoi que ce soit dessus, parce que j'aime pas trop toucher les tissus comme ça. En fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir vraiment de la poussière sur les doigts. Voilà, j'aime pas ça du tout. Donc en fait, c'était une excellente occasion. Du coup, je vais vous en parler un petit peu plus. Je suis allée dans une brocante et en fait, je ne cherchais rien en particulier, mais je suis tombée sur un des tabliers. Voilà le tablier en question. Alors, je ne suis pas sûre que vous verrez grand chose puisqu'il est noir. Alors, les Bretonnes aiment le noir. Hein. C'est une couleur assez austère, mais... Alors, je pense que vous verrez pas grand chose, mais voilà. En fait, j'ai vu ce tablier-là et j'en ai vu un autre qui est un tablier de costume qui s'épingle au niveau des épaules, qui a un plastron triangulaire et ensuite un jupon.
en velours côtelé noir. Et en fait, j'ai été intriguée par la forme de ce plastron. J'ai regardé un petit peu comment il était fait et la dame qui s'occupait de ce coin-là de la brocante m'a proposé de le regarder. Donc en fait, elle a enlevé toutes les pièces du mannequin et j'ai pu regarder un peu en détail. Alors, je vous en reparlerai plus en détail de ce tablier parce qu'en fait, je vais relever le patron pour le faire dans un autre tissu. Et je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais c'est assez chouette en fait à regarder. Donc il a été cousu. Alors pas à la main, mais maison. Ça se voit dans les coutures. J'essaierai de vous faire des gros plans. Là, ça rendra rien aujourd'hui, mais j'essaierai de vous montrer tout ça. Le tissu a été utilisé à fond. Vous voyez, vous verrez peut-être pas, mais ici en fait, il y a un raccord de tissu qui fait toute la hauteur de la jupe. Et en fait, on voit qu'il y a des petites choses qui dépassent un peu à droite à gauche. C'est très soigné au niveau de la couture. Le tissu est très costaud. Là, on a vraiment la lisière du tissu qui est ici. Il n'y a pas de couture ici. Par contre, tout a été fait dans le même tissu. C'est-à-dire que les biais, les lanières, tout a été fait dedans. Les poches sont passepoilées, pareil. Là, le passepoil, il a été fait dans le tissu. Elles sont super jolies. Elles sont des poches plaquées, mais avec voilà, une belle couture. C'est assez petit. Je pense que la dame était beaucoup plus petite que moi, plus menue en tout cas. Il y a même une petite pièce ici qui a été rajoutée, la petite bande que vous voyez ici. En fait, elle a été rajoutée par-dessus. Voilà, bref. Je voulais regarder ça et en fait, comme elle a détaché tout le costume, j'ai commencé à tout regarder. Il y avait des jupons, il y avait le corsage. La seule chose qui manque pour que le costume soit complet, c'est le col en dentelle et la coiffe. Donc ça va probablement faire partie d'une recherche à venir, mais en gros, j'ai commencé à regarder un petit peu comment étaient faites les jupes. C'était cousu à la main, au moins en grosse partie. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça en détail, y compris la qualité du tissu, qui était assez abîmé sur les jupes, qui était un petit peu élimé aussi sur le corsage. Les tabliers, par contre, étaient en très bon état, comparé aux jupes et au corsage. Et en fait, la dame me proposait... alors, je crois que le tablier tout seul coûtait une trentaine d'euros, ce que j'aurais jamais mis dans un tablier pareil. Et j'ai fini par avoir le lot pour 50 euros, à savoir donc 3 jupes avec les bandes de velours de taille différentes. Et ça, en fait, la largeur de la bande de velours compte. Ça veut dire qu'on a plus ou moins les moyens en fonction du fait qu'elle soit plus ou moins large. Donc j'ai 3 jupes comme ça, j'ai 2 tabliers à mettre par-dessus, un noir et un violet, et la tunique, enfin le corsage en fait qui va juste en dessous et qu'on vient lasser. Et en fait c'est super intéressant de pouvoir voir l'intérieur et de voir à quel point les finitions elles pouvaient être faites à l'arrache puisque ça ne se voyait pas. Donc je vous montrerai tout ça en fait parce que c'est très très intéressant, de décortiquer un peu la genèse finalement de ce costume là, et surtout en fait je voudrais m'inspirer des jupes pour me refaire une jupe à porter tous les jours puisque là le tissu est assez abîmé. Et donc de fil en aiguille je reviens à cet ouvrage. Donc ça c'est un très vieil ouvrage, je vais vous trouver la date d'édition, donc c'est DMC qui faisait ça. C'est Thérèse de Dilmont qui l'a écrit, donc voilà Thérèse de Dilmont, 1846-1889. Voilà, donc ça vous donne une idée de la date à laquelle a pu sortir cet ouvrage pour la première fois. Probablement dans les années 1860-1870, quelque chose comme ça. Là, je retrouve pas précisément, il faudrait que je le lise peut-être un peu plus en détail. L'édition que j'ai dans les mains, elle date de
2007. Donc il a été énormément réédité, mais il garde la même mise en page. Et donc ma collègue avait une autre couverture, une couverture verte qu'on trouve assez facilement en vide-grenier. C'était un ouvrage qui était vraiment très répandu jusqu'à assez récemment, je pense, hein, parce que vous voyez une édition qui date de 2007. J'ai pas été voir si DMC le fait encore, cet ouvrage. Mais voilà, moi j'ai trouvé celle-ci sur Le Bon Coin, non, sur eBay je crois. Je trouvais la couverture jolie, elle avait l'air en très bon état, et comme c'était une édition récente, s'il y avait des ajouts, quelque chose comme ça, il y avait moyen de les trouver. J'ai oublié de vous dire... Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans et pourquoi est-ce que je voulais vous en parler aujourd'hui? Eh bien en fait, dans cet ouvrage, on va avoir les différentes techniques utilisées pour les ouvrages, ce qu'on appelait les ouvrages de dames, mais en gros les ouvrages textiles. Donc on va avoir différentes sections, la couture à la main, la machine à coudre et à broder, la couture et la broderie à la machine. On va avoir le raccommodage, la broderie sur blanc, la broderie sur toile, la broderie sur soie et velours, la broderie d'or, la broderie application, la tapisserie, le tricot, le crochet, la frivolité, tout un programme, le macramé, le filet, les jours sur toile. Ça c'est un peu la raison pour laquelle nous avons parlé de ce livre avec ma collègue. Les dentelles brodées, les dentelles à l'aiguille, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Les dentelles au fuseau, la garniture des ouvrages et des recommandations diverses. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. Donc, on tombe sur le tricot, parfait. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. C'est à la fois un ouvrage un peu technique, donc là vous allez avoir une photo ou un dessin du point qui est franchement plutôt quali, parce qu'elles sont assez anciennes. Mais c'est très clair, on voit très bien comment c'est fait. Alors je pense que ce sont... Je me demande si ce ne sont pas des dessins. Voilà. On va avoir par exemple la dentelle au tricot. Donc on va avoir une petite illustration avec les informations en dessous. Donc là par exemple, on nous dit la dentelle au tricot, donc on nous renvoie vers la figure. On choisit généralement un fil bien net et tordu pour les dentelles tricotées afin que le dessin se détache nettement sur le fond. On obtiendra de jolis effets en terminant les petits ouvrages au tricot par une dentelle du même genre. Nous avons choisi de préférence des modèles qui, tout en étant très faciles, peuvent être classés parmi les plus jolies dentelles au tricot. Montée 9 mailles, première aiguille, blablabla. Bla bla bla. Et donc là, on a les explications qui suivent. Et tout est un petit peu comme ça. Alors, on a également la broderie sur toile. Donc là, c'est un petit peu comme du canevas, j'ai l'impression. On a une trame assez épaisse. On va avoir la broderie sur blanc. Donc, en fait, vous allez avoir par exemple ce genre de dessin. Donc là, vous avez la broderie en elle-même et vous voyez en fait la technique qui est employée ici avec les différentes étapes. Voilà. Et donc en fait, là, on vient mettre un fil qu'on va juste faire tenir avec quelques points qu'on peut très bien voir ici. Et ensuite, on va venir faire un point lancé par-dessus, ce qui va faire un motif en relief. Tout est un petit peu comme ça, donc on a des exemples de choses ajourées. Donc on a des dessins techniques aussi comme ceux-là qui sont franchement très détaillés. Hein. C'est assez... En fait, c'est assez chouette de voir à quel point le dessin était précis et tout en permettant vraiment aujourd'hui de pouvoir le faire. La seule chose, c'est que les explications sont probablement assez minimales. Si on ne sait pas quelle est la technique de départ ou comment ça fonctionne, je ne sais pas si c'est très facile à prendre en main. Je n'ai pas encore passé suffisamment de temps dessus, mais en tout cas, c'est un ouvrage que je suis très contente d'avoir reçu. Vous allez aussi pouvoir trouver des grilles, enfin ou des modèles comme ça pour pouvoir faire du monogramme. Voilà, par exemple comme ça. Et vous avez des exemples juste derrière. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de
de dentelle à l'aiguille. Alors ça c'était un petit peu après. Alors on a aussi des planches en couleur, ça je vais quand même vous les montrer parce que c'est assez chouette. Voilà, on a quelques planches en couleur, en tout cas dans cette édition-là. Je ne sais pas si ça sera dans toutes les éditions. Sur un papier glacé. Voilà. Donc on voit les différentes techniques. Là, il y a la broderie d'or, la tapisserie en demi-point, etc. Alors, il faut que je vous montre la frivolité, parce que ça c'est un petit peu rigolo, on va dire en termes de nom, mais en réalité, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, le principe, c'est un petit peu comme le macramé. En gros, ça se compose de nœuds et de picots, voilà, qui forment des ronds ou des demi-cercles. Et donc, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, on utilise une petite navette. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver dans, dans des boîtes de couture un peu anciennes. Vous voyez, c'est cette espèce de petite forme ovale qui permet en fait de faire passer le fil. Donc, vous voyez les dessins un peu techniques. Voilà. Ça a pas l'air d'être si facile que ça, mais je suppose que c'est un coup de main à prendre. Et donc voilà à quoi ressemblent les frivolités. Voilà, on a des petites choses un peu comme ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup parce que plus ça va et plus j'ai envie de savoir comment ça fonctionne en fait, ces différentes techniques. Donc on a aussi la technique du filet, donc là vous allez avoir les outils, la façon de faire. On a aussi la dentelle au fuseau dedans. Donc ça demande un petit peu de matériel, mais voilà en gros ce qu'on peut faire. Alors ça j'avoue que c'est pas forcément la partie qui me passionne, mais je pense que j'irai y jeter un œil. Voilà, ça fait des choses un peu comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Et donc, je voulais vous montrer, alors, pour les jours, on a des choses qui sont assez détaillées aussi. Donc voilà, on vous met des petits dessins techniques. Donc les jours, en gros, c'est ce qu'on peut voir sur notamment les vêtements de dessous, sur des petites blouses. Ce sont des petits motifs en fait qu'on va venir créer en tirant des fils de trame ou les fils de chaîne. Voilà, on voit un petit peu là comment ça peut marcher. On vient créer des trous en fait dans le tissu et ensuite on vient recréer de nouveaux motifs. Alors sur Artezane, il existe des cours pour faire notamment de la broderie jour, de la broderie blanche. Je crois que c'est Martine Biessy qui les fait ces cours-là. Et il y a aussi la dentelle au fuseau, enfin il y a des choses comme ça, donc c'est vrai que ça m'évoque quand même la possibilité de pouvoir apprendre à faire ça avec nos méthodes modernes, on va dire. En tout cas l'apprendre aujourd'hui. Et donc voici un petit peu la dentelle à l'aiguille. Alors j'essaye un peu de trouver des choses. Voilà, donc voilà ce à quoi ça peut ressembler. Et voici le genre d'explication qu'on va avoir pour faire de la dentelle à l'aiguille. Et je suis assez curieuse de savoir comment ça se fait. Voilà, donc je regarderai un petit peu ça plus en détail. Je pense que je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà, mais en fait là on a carrément un ouvrage. Alors je vais voilà, on a la manière d'exécuter le tracé. Donc on a ça avec des petits points. Et puis en fait dans les pages suivantes on a la progression. Voilà, du motif. Donc là, je ne sais pas si les explications sont faciles à suivre ou pas. Je vous dirai. Il y a la dentelle au fuseau aussi.
Donc ça, bah justement, ma collègue a essayé de faire de la dentelle au fuseau. C'est très long à faire et pour prendre le coup de main. Donc je ne sais pas, exactement si c'est voilà, si c'est facile à faire ou pas, mais au bout d'un moment, mais en tout cas, la mise en place est un peu longue. Alors, ici, on apprend même à faire des franges pour finir ses ouvrages. Donc là, on a des petites franges de garniture. On a des franges à houppe. On a des franges albanaises ici. Bref, voilà. En gros, je voulais vous parler un petit peu de ça. On a aussi, on apprend à faire des pompons. Donc ça, c'est dans la fin du livre. On apprend à faire justement des glands avec ornements, avec les recommandations ensuite, donc pour décalquer les dessins par repassage, préparer les étoffes et la répartition des dessins. Voilà, on a des choses un petit peu d'ordre général. Et puis voilà. On a aussi des petites grilles de points de croix à la fin. Voilà, alors c'est minuscule, mais bon, c'est quand même assez visible. Voilà, je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà. Bref, je voulais vous parler de ce livre parce que je suis assez contente de l'avoir découvert. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà auparavant, peut-être parce que vous aviez ça quelque part chez une maman, une grand-mère. Si vous avez eu l'occasion de les utiliser, bah je veux bien savoir ce que vous en avez, ce que vous en avez sorti, ce que vous avez testé. Je vais m'arrêter là pour ce long podcast en 2 parties. Je vous retrouverai très très prochainement. Je vous rappelle donc les petites choses que je vous ai proposées. Donc s'il y a des patrons de tricot que vous souhaiteriez qu'on tricote ensemble, si vous voulez qu'on fasse un petit cal, surtout n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à voilà, me le faire savoir. Si vous souhaitez rejoindre le cal Nectar Blanquette ou le Slipover Solstice, surtout pas d'hésitation. Si vous avez déjà découvert ce livre-là, pareil, dites-moi un peu comment vous l'avez utilisé, ce que vous en faites. Et puis pour la lecture, s'il y a des choses, voilà, des choses que vous souhaitez partager, pareil, n'hésitez pas, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire, ça me fait très plaisir aussi de me retrouver des noms connus sous les vidéos et je vous remercie vraiment d'être au rendez-vous régulièrement, alors que moi je suis pas forcément toujours très régulière. Voilà, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée créative. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.